Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir une présentation du docteur Ibrahim, juste pour avoir un petit background. Le docteur Ibrahim était à l'école de médecine en Martinique, et puis il a été à Bordeaux. Il a fait son internat en Martinique, il a été formé en médecine de famille et aux urgences. Après son diplôme, il a travaillé 4 ans en Martinique comme titulaire, 2 ans en urgence, puis 2 ans en réanimation médicale et chirurgicale. Pendant ces 4 ans, sa formation a été en médecine de catastrophe et traumatologie en milieu extérieur, en simulation de santé, puis enseignement en tant qu'instructeur de simulation de santé et conférencier pour les résidents, les infirmières et les étudiants en école infirmière. Il a aussi effectué des évacuations sanitaires sur des courtes et longues distances. Donc aujourd'hui, il va nous faire une présentation sur le sujet. Et il y aura une conférence sur la gestion des ressources en cas de crise et la communication dans les situations de crise. Vous pouvez commencer, docteur. Bonjour, merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Vous pouvez le voir? Oui, ça va. Ok, super. Donc, je vais commencer cette présentation. Effectivement, l'idée, c'est de parler des CRM en situation de crise. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ce sont les CRM? C'est un concept qui nous vient de l'industrie aéronautique. Il se rencontre dans les années 70. Je vais faire un petit retour sur l'histoire très rapide. Dans les années 70, il se rend compte que l'immense majorité des crashs d'avions survient non pas du fait d'un problème de connaissance de la technique, mais plutôt des problèmes entre les personnes, donc la gestion d'équipe. Donc les pilotes savent piloter, les techniciens savent réparer ce qu'il y a à réparer, mais au final, la communication et le travail d'équipe ne fonctionnent pas, et c'est ce qui donne plus de 70% des crashs d'avions. Et donc, pour essayer de remédier à ça, ils créent ce qu'ils appellent une formation en CRM, initialement appelée Cockpit Resource Management, et puis ensuite, ça évolue une fois que ça passe dans le domaine de la médecine. Et justement, ça nous arrive à nous dans le domaine de la médecine, au milieu ou vers la fin des années 80, ce sont les anesthésistes qui introduisent initialement ces formations, parce que l'anesthésie est considérée, à mon avis, comme une des spécialités où on a le plus de situations critiques, comme les soins intensifs, comme les urgences. Et donc, en gros, ils cherchent à mettre en place toutes les compétences non médicales et non techniques qui sont nécessaires au fonctionnement d'équipe en situation de crise. Parce que si jamais vous regardez un peu sur toutes les formations qu'on a, en tout cas personnellement, sur ma formation à l'école de médecine, pendant la résidence, on ne nous a jamais appris à fonctionner en équipe. On nous apprend à traiter des pathologies. L'objectif d'une pathologie et du traitement, c'est ça. Mais comment le mettre en œuvre au sein d'une équipe, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé et qu'on apprend souvent sur le coup. Donc, ils mettent en place ces formations-là, et des formations justement qui initialement sont appliquées en situation critique. Donc, ce n'est pas une situation de tous les jours, de consultation standard où tout est calme, mais c'est des concepts qui peuvent quand même être appliqués dans ce genre de situation et que personnellement, j'encourage à faire pour pouvoir s'entraîner. Donc, juste avant d'aller plus loin, la situation critique, qu'est-ce que c'est exactement? Pardon, c'est une situation qui va être altérée par les aléas de la réalité. Il y a plusieurs catégories qui peuvent venir rendre une situation plus difficile qu'elle ne l'est. Ça peut être lié à la tâche elle-même, ça peut être une tâche qui est complexe parce qu'on a plusieurs choses à gérer en même temps. Ça peut être une tâche qui a des enjeux importants. Un patient qui vient suite à un accident de voiture, les enjeux, ça peut être le pronostic vital qui est engagé, le patient peut décéder. C'est différent que de poser simplement une perfusion ou de faire un simple geste technique. Et ça peut être des enjeux de temps aussi. Le temps est limité, pareil pour ce patient qui est dans un accident de voiture. On ne peut pas passer 3 à 4 heures à l'examiner, à discuter avec lui. Il faut vraiment aller au plus vite à l'essentiel pour essayer de sauver cette personne. Donc, ça peut être des enjeux liés à la tâche, ça peut être des facteurs individuels. On peut être, au bout de 23 heures de garde, avoir ce patient. C'est quand même plus difficile de le prendre en charge que quand on est frais en début de poste. Ça peut être des problèmes d'expérience ou de connaissance. Et ça peut être des problèmes liés à l'équipe. Ça, on va revenir dessus justement pendant les CRM, que ce soit la communication, les rôles à répartir ou pas, la hiérarchie. Et en termes d'environnement, c'est un élément important qui peut rendre une situation difficile. Vous l'avez tous vu, c'est très difficile de mener une tâche du début à la fin sans aucune interruption. Donc, il y a toujours des interruptions, il va falloir savoir gérer ça. Il y a aussi beaucoup de bruit souvent dans ces situations critiques. Il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de bruit, et ça va rendre les choses encore plus difficiles. Et puis, il y a la notion de l'équipement. L'équipement qu'il va falloir connaître, savoir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas.
savoir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc il y a pas mal d'éléments, c'est pas exhaustif, pas mal d'éléments qui font qu'une situation en apparence assez standard peut devenir très difficile à gérer. Ensuite, les CRM, là aussi, c'est une liste non exhaustive. On a un peu moins d'une heure ou une heure pour discuter. L'idée, ce n'est pas de faire une liste longue et rébarbative de tous les CRM, c'est plutôt d'aller, pour moi, à l'essentiel. Dans une situation un peu difficile, qu'est-ce qu'il va falloir à tout prix essayer de maîtriser au mieux pour pouvoir faire avancer les choses de façon relativement correcte. Donc, du coup, je les ai séparés en deux parties. Les éléments qui se rapportent à la gestion de l'équipe et les éléments de prise de décision. Parce qu'au final, quand on a un patient dans une situation difficile, il faut pouvoir traiter la pathologie au sein d'une équipe. Donc, il va falloir gérer toute cette équipe pour qu'elle aille vers le même but et prendre des décisions pour cette pathologie pour au final amener le patient vers où on veut. Au cours de cette discussion, je vais surtout, peut-être parce que cette année, on fait beaucoup de traumatologie et je suis un peu orienté sur ça, donc prendre des exemples de traumatologie, mais c'est des choses qui s'appliquent à toutes les pathologies, que ce soit médicales, on a un arrêt cardiaque médical, il va falloir gérer une équipe, on a, quelle que soit la situation, c'est des choses qui peuvent s'y appliquer. Donc on va commencer par le leadership. En gros, c'est le fait d'avoir un chef d'équipe. Ça, c'est, je ne dirais pas pour moi le point central, mais c'est un point qui est extrêmement important parce que quand on a une équipe, qu'elle soit de 3 personnes ou de 20 personnes, il faut que tout le monde puisse se référer à une même personne. C'est ce chef d'équipe, ce sera le point de référence. Et sur cette image, je l'ai entouré en rouge, justement pour voir un peu la situation géographique qu'il a et son positionnement. Ce chef d'équipe, il aura plusieurs rôles. Le principal rôle, à mon avis, ou la principale qualité du chef d'équipe, ce sera d'être calme. Parce qu'une équipe sera toujours à l'image de la personne qui la dirige. Une personne qui est calme va diriger une équipe calme et qui sera en mesure de répondre aux situations plus difficiles. Une personne qui est complètement déstabilisée et stressée aura une équipe qui sera stressée, qui sera moins performante. Donc, premièrement, le chef d'équipe, il est calme et il doit être respectueux. C'est un environnement, encore une fois, prenons l'exemple d'un patient qui vient d'un accident de voiture. C'est extrêmement stressant. Il est très facile de monter le ton, de devenir un peu moins respectueux, et ça ne facilite pas le travail d'équipe. Donc, calme et respectueux, c'est la première des qualités d'un chef d'équipe. Et c'est quelque chose qui va se travailler, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il y en a qui ont plus de facilité à diriger une équipe que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose quand même qui va se travailler. Ensuite, les rôles de ce chef d'équipe, ce sera de distribuer les rôles au sein de cette équipe. Là, sur l'image, il y a 5-6 personnes dans la salle, au-dessus de la ligne verte. Ce n'est pas chaque personne qui va venir et qui dira, moi, je vais faire ça, moi, je vais m'occuper de la voie veineuse, moi, je vais m'occuper des médicaments. Non, il faut que tout le monde sache ce que chacun fait. Et donc, c'est le chef d'équipe qui va distribuer ses rôles et surveiller comment ça avance. Donc, par exemple, je demande à quelqu'un de mettre une perfusion. Par exemple, je demande à Mikey, un de nos collègues ici, de mettre une perfusion sur le patient. Je lui donne cette demande et puis, au fur et à mesure, je vais vérifier que ce soit fait pour savoir où on va avec le patient. Ensuite, il doit avoir une vision d'ensemble et c'est pour ça que sur ce schéma, il est au pied du lit. Physiquement, il doit avoir une vision d'ensemble, donc il voit le patient et tous ses collaborateurs pour savoir ce qui se passe. Et il doit avoir une vision d'ensemble dans l'esprit, c'est-à-dire que chacun des membres de l'équipe devra lui dire ce qu'il voit. Les membres de l'équipe, ce sont ses mains, ses oreilles, ses yeux. Et grâce à ces membres de l'équipe, il pourra savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du patient, d'une part, et qu'est-ce qui se passe aussi en dehors de la salle. J'ai besoin que le bloc soit prêt, par exemple, j'ai besoin du scanner. Ça aussi, ça rentre en compte dans la vision d'ensemble. Donc, du coup, ce chef d'équipe, il doit avoir l'esprit assez large pour pouvoir travailler sur différents milieux et dans le temps aussi. Cette vision d'ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'instant et c'est vers où on va, dans quel délai. Un autre des éléments qui est important pour le chef d'équipe, c'est d'être à l'écoute et de solliciter les avis. Il n'est pas là pour dire je suis le responsable, je suis un dictateur, vous faites ce que je dis. C'est surtout pas ça le rôle d'un chef d'équipe. C'est au contraire d'encourager les différents intervenants à lui faire des retours. Par exemple, Mikey est en train de mettre la perfusion. J'encourage Mikey à me dire j'ai pas de voie veineuse, ses veines sont très plates, il est vide parce qu'il n'a pas de volume en lui. C'est des choses qu'il va falloir que je prenne en compte en tant que chef d'équipe. Et donc, de la même façon, il sollicitera tout le monde, et on le verra tout à l'heure au niveau des rôles, à pouvoir communiquer pour, au final, prendre une décision. Certes, lui aura le dernier mot, mais ce ne sera jamais je prends ma décision entre moi et moi-même. Non, tous les membres de l'équipe ont leur mot à dire, et en fonction de ça, on prendra une décision commune. Et dernière chose, le chef d'équipe, très important, il faut qu'il puisse mener son équipe vers un même point. Donc, il faut que toutes ces 7 personnes ou 10 personnes dans la salle aillent vers un même objectif. Par exemple, amener ce patient au bloc opératoire dans un délai de 10 minutes.
Et donc, pour faire ça, il faut que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. Le problème, entre guillemets, c'est que chacun de ces membres de l'équipe est focalisé sur une tâche. Donc, il ne peut pas avoir cette vision globale. Et pour ce faire, le chef d'équipe, lui, devra synthétiser l'information à voix haute. Il faut que tout le monde ait la même façon de penser. Et donc, une fois qu'on a assez d'informations, un des rôles sera pour le chef d'équipe de dire, par exemple, on a un patient de tel âge qui est arrivé après un accident de voiture, qui a telle lésion. Notre plan, c'est de faire ça, 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 dans tel délai, à voix haute, pour que tout le monde sache vers où on va, qu'il n'y en ait pas qui prennent trop de temps, puis qu'il n'y en ait pas qui aillent beaucoup trop vite, et ensuite qui fassent ce travail un peu de travers. Donc, il synthétise et partage l'information. Et donc, finalement, ce chef d'équipe, il n'est pas là pour ses compétences techniques, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais ça veut dire qu'il est là surtout pour son cerveau. C'est pour ça que sur l'image, il est en rouge, il est entouré, et contrairement aux autres, c'est le seul qui a les bras croisés. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, ça veut dire qu'il est là pour son esprit. Ce ne sera pas le moment d'aller se focaliser sur une tâche, il faut qu'il ait une conscience globale de la situation, et pour ce faire, on ne peut pas avoir l'esprit focalisé sur quelque chose. Donc, premier point, le leadership, c'est quelque chose de très important qui se travaille en situation de crise, mais de la même façon, ça peut se travailler au quotidien quand on travaille avec une équipe de 2 ou 3 personnes, savoir communiquer avec eux, savoir les orienter, savoir les écouter. Deuxièmement, pour la gestion de l'équipe, ce sera le briefing. Le briefing pour les rôles et pour les tâches, c'est pas toujours faisable parce que parfois le patient est déjà installé, on nous dit bon ben, il est là, il va falloir s'en occuper. Il n'est pas nécessaire de prendre 20 minutes pour faire un briefing, même si le patient est déjà installé, on peut distribuer rapidement les tâches, mais dans l'idéal, c'est de le faire avant l'arrivée du patient, et ça, ce sera important pour que tout le monde ait un peu un plan de match pour ce qui va se passer. Globalement, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Il faudra d'abord identifier les intervenants. Chacun des intervenants doit être identifié, et il ne faut jamais présupposer quoi que ce soit. On travaille souvent avec les mêmes équipes, donc on connaît les visages, on sait qui est l'anesthésiste, qui est l'interne ou le résident, qui est le consultant en telle spécialité, mais parfois les équipes vont changer, et il faut que tout le monde sache qui est qui. Donc moi, quand j'arrive en général, il faut bien sûr dire à tout le monde qui est le chef d'équipe. Bonjour, je suis Dr Ibrahim, je serai le chef d'équipe pour cette intervention, et demander à chacun quel est son rôle. Une fois qu'on a les rôles, il faut aussi connaître les compétences de chacun. Et là, je reviens à ne jamais rien présupposer. Ce n'est pas parce qu'on a avec nous un résident en chirurgie qu'il faudra supposer qu'il sait mettre un drain thoracique. Parce que quand le temps viendra de le mettre dans une situation assez urgente et qu'il n'osera pas nous dire non, je ne sais pas le mettre, c'est le patient qui va en souffrir. Donc ne jamais rien supposer à ce niveau-là. Moi, ce que je fais en général, j'arrive, tu es le résident en chirurgie par exemple, je lui demande, est-ce que tu sais poser un drain thoracique? Est-ce que tu sais poser une intra-osseuse? Comme ça, dans ma tête, j'ai une liste de qui sait faire quoi et je peux répartir les tâches en fonction. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on peut justement répartir ces tâches en fonction des compétences, de ce que chacun sait, et surtout en fonction de la charge de travail. Si j'ai 2 infirmières et 6 médecins à côté de moi et que la majorité du travail est infirmier, il n'y a pas 6 personnes qui vont être là les bras croisés à regarder 2 infirmiers ou infirmières faire leur travail. Au contraire, on va mettre tout le monde à la tâche pour que le patient puisse avancer de façon plus simple. Et la dernière chose, c'est quelque chose que j'ai pris d'ici, de mon professeur ici, un docteur Nemeth, qui nous supervise, c'est de faire un briefing en 3 scénarios. C'est quelque chose qui est assez simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, et surtout, très important, qui permet de mettre tout le monde face à toutes les éventualités. Je m'explique, en général, c'est un scénario pour un patient, on nous annonce un patient qui fait un accident de voiture, le patient peut être stable, en train de nous parler, les jambes croisées, peut être un peu instable parce qu'il saigne à bas bruit, ou peut être en arrêt cardiaque. Et l'idée, c'est de ne pas arriver face à une situation où on se retrouve médusé, surpris par ce qu'il y a. Ça nous prend quelques secondes à tout réorganiser, les gens sont déstabilisés et la performance est moins bonne. Donc l'idée de ce briefing en 3 scénarios, c'est, on dit à tout le monde, le patient vient suite à un accident de voiture, si jamais il est stable, Mikey, tu prendras le temps qu'il te faut pour mettre une perfusion, le résident prendra le temps qu'il faut pour faire l'examen, on sera très complet. Si le patient est instable, il a une tension qui est très basse, il est inconscient, Mikey, tu as un essai pour la voie veineuse, puis ensuite tu me dis si tu n'arrives pas, on passe à autre chose. Et si le patient est en arrêt cardiaque et qu'on est dans des recommandations éventuellement, soyez prêts à faire une thoracotomie. Comme ça, le jour où le patient arrive en arrêt cardiaque et on doit sortir la thoracotomie, personne ne va être médusé, arrêté, un peu perdu. Donc l'idée de ces 3 scénarios, ça se fait très rapidement et ça permet de présenter à tout le monde toutes les éventualités. Et puis après, il faudra bien sûr savoir réorganiser en fonction de l'évolution. Ça ne se passe pas toujours comme on veut. Si jamais on passe d'un patient stable à quelqu'un de très instable,
on réorganise le plan, mais encore une fois, tout le monde sait vers où on va. Donc, gestion d'équipe, leadership, le briefing dans la mesure du possible avant que le patient arrive. Et ensuite, le troisième élément, et pour moi, c'est l'élément le plus important, chacun aura son idée dessus, hein, mais la communication, c'est un peu ce qui va faire le ciment de l'équipe. On a beau avoir une équipe de stars, les meilleurs du monde dans leur domaine, si jamais ils doivent travailler ensemble et ils ne savent pas communiquer, on va nulle part. C'est plusieurs équipes d'une personne qui ne vont pas dans la même direction. Et justement, toutes les études le montrent, les problèmes de communication, c'est la source majeure d'erreurs médicales qui conduisent à des effets indésirables, de la morbidité ou de la mortalité chez les patients. Donc, il y a quelques éléments à pratiquer pour la communication, et ça aussi, je vous encourage à vous entraîner dessus en situation normale, comment savoir communiquer, avoir un retour sur ce qu'on dit. Le premier élément pour une bonne communication, elle doit être claire et précise. Claire et précise, c'est-à-dire claire, il faut avoir une demande spécifique. Si jamais je demande par exemple un produit, je ne vais pas demander pour anesthésier quelqu'un, donne-moi un anesthésique. Ça n'a aucun sens. Ils ont tous des effets secondaires, des effets différents. Il faudra leur demander, par exemple, donne-moi de la kétamine ou donne-moi du propofol. Ensuite, il faut que ce soit précis. Encore une fois, ce ne sera pas donne-moi du propofol, il me faudra une posologie, une dose. Donc, donne-moi, par exemple, 100 mg de propofol. Et j'insiste sur la partie unité de mesure, milligrammes, millilitres, ça va être extrêmement important. Vous savez qu'on fait toujours des dilutions des différents médicaments, et c'est souvent du X milligrammes par millilitre. Par exemple, le propofol, c'est très souvent du 10 mg par millilitre. Donc, si je demande à quelqu'un de commencer du propofol à 10 par heure, ça peut soit vouloir dire 10 millilitres par heure, soit 100 mg par heure, ou bien ça peut vouloir dire 10 mg par heure. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes effets. Et c'est souvent une des sources très importantes d'erreur, ça. Donc, soyez clair sur ce que vous demandez et soyez précis sur les doses et les posologies. Ça va être extrêmement important. Autant que possible, évitez d'utiliser des abréviations. Des abréviations très connues dont vous êtes sûr que tout le monde a la connaissance, allez-y, mais moi je vous encourage à utiliser le mot en entier. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps et on est sûr d'éviter les erreurs. Donc, communication claire et précise. Deuxième chose, il faut un interlocuteur précis. Quand j'ai 10 personnes dans la salle à gérer avec le patient, je ne peux pas demander est-ce qu'on peut me mettre une voie veineuse? Personne ne va se sentir concerné et c'est normal. Chacun sera concentré sur son travail, donc personne ne va aller mettre la voie veineuse. Et à moins que je ne m'en rende compte, le patient va passer toute sa période avec nous sans voie veineuse, ce qui n'a pas de sens. Donc, à l'inverse, il faut que j'interpelle une personne particulièrement. Je vais appeler par exemple Mikey. Si je connais son nom, je l'appelle et je m'assure que Mikey me regarde et soit prêt à écouter mon message. Je ne connais pas son nom, je l'appelle par sa fonction. J'arrive pas à retrouver la fonction pour X raison, je peux aller près de la personne, mettre une main sur l'épaule. En gros, il faut s'assurer d'avoir l'attention, d'obtenir l'attention de la personne avant de pouvoir débuter son message. Donc, un interlocuteur précis avec qui on va discuter, et ça, c'est le point clé de la communication, en boucle fermée. C'est des notions qui nous viennent de l'aviation et de l'armée. Vous avez l'habitude de voir souvent les communications, quelqu'un dit quelque chose et la personne qui écoute le message répète. Il ne dit pas juste que j'ai bien reçu, il répète le message. C'est exactement le principe de la boucle fermée, c'est ce que vous voyez à droite. Je dois donner un message à Mikey. Encore une fois, heureusement que Mikey est là. Donc je l'appelle, Mikey me regarde, je sais qu'elle m'écoute, je lui demande quelque chose. Mikey, mets-moi une perfusion. Ou bien, par exemple, début du propofol à 100 mg/h. À ce moment-là, Mikey va me confirmer qu'elle a eu le message. Me confirmer, ce ne sera pas juste OK, pas de souci, ce sera d'accord, je commence du propofol à 10 mg/h. Là, je suis content, je l'ai entendu et je lui fais comprendre par un signe de tête, merci, que j'ai entendu que le message est passé. Si par contre, elle me dit OK, je commence du propofol à 5 mg/h, on retourne dans la boucle. Là, je lui dis non, pas 5 mg/h, 10 mg/h, et elle me le reconfirme, et là, j'acquiesce que c'est bon. Donc ça, c'est une communication en boucle fermée. On s'assure que le message qui parte soit le message qui soit arrivé. Et ensuite, de la même façon, elle devra me faire ce retour-là. Elle m'appellera, elle me dira « Ah, le propofol est débuté à 10 mg/h. OK, Mikey, pour le propofol à 10 mg/h. » Comme ça, on est sûr. Si jamais, par contre, elle me le dit et je ne l'ai pas entendu, elle voit que je ne suis pas concentré sur elle, ce sera son tour important de m'appeler dans un moment plus opportun pour me faire savoir que effectivement la sédation est commencée avec la posologie nécessaire. Donc boucle fermée, extrêmement important, et c'est ce qui va permettre de pallier à beaucoup d'erreurs qu'on a en général. Et ensuite, un dernier point, ça a l'air un peu bête à dire, mais il faut qu'elle soit assurée, la communication. Donc, ce n'est pas le moment de faire des phrases à rallonge
très courtoise. L'idée, ce n'est pas d'être irrespectueux, mais je ne vais pas dire « Excuse-moi, Mikey, est-ce que tu aurais le temps de, s'il te plaît, me mettre une perfusion ?» Non, le patient est grave, j'ai besoin d'une perfusion maintenant, donc Mikey, mets-moi une perfusion. C'est directif, c'est respectueux, c'est calme. Donc l'idée, c'est ça, assurer respectueux et jamais agressif. Parce que l'agressivité, dans ce genre de situation, on est très volatile et c'est facile de s'enchaîner dedans. Voilà, donc la communication, point essentiel. Et l'idée, ce sera surtout d'écouter tous les membres de l'équipe. Il n'y a aucune position de seconde zone. Donc tous les membres de l'équipe ont leur mot à donner. Malheureusement, très souvent, il y a une notion de hiérarchie qui s'installe, et donc le médecin, puis l'infirmier, puis ensuite l'aide-soignant. Ah ben, à mes yeux, l'aide-soignant qui va venir, par exemple, découper les habits du patient quand il arrive pour qu'on puisse l'examiner, il est tout aussi important que le chef d'équipe, parce que moi, je serai focalisé sur un peu tout le monde, Mikey sera focalisé sur sa voie veineuse, l'autre personne sur l'examen, et peut-être que personne n'aura vu qu'il y a une grosse plaie qui saigne. Ah ben, c'est cet aide-soignant qui est en train de découvrir le patient, de le mettre au propre, qui va me dire en fait, j'ai une grosse plaie qui saigne. Donc il n'y a aucun rôle de seconde zone et tout le monde doit pouvoir discuter, doit pouvoir donner son avis et ses retours. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont parfois un peu peur de dire ce qu'ils voient ou ce qu'ils pensent. J'ai peur de passer un peu pour quelqu'un de bête, j'ai peur que ce que je dis ne soit pas adapté. Non, il n'y a jamais dans ces situations aucun élément qui ne sera pas adapté si jamais il concerne le patient et potentiellement ce qu'on peut lui amener. Donc tout le monde doit pouvoir parler. Donc pour la gestion d'équipe, il y a beaucoup d'autres, bien sûr, compétences à acquérir, mais pour moi, ces 3 compétences-là, avec la communication en tête de liste, c'est les 3 plus importantes afin de mener une équipe vers la bonne direction. Ensuite, si on passe sur la partie prise de décision, je vais détailler un peu moins la prise de décision, mais globalement, il faut connaître son environnement. Connaître son environnement, c'est connaître la salle dans laquelle on est. Quand je rentre dans une salle ou dans un service, j'arrive nouvellement dans un service, l'idée, c'est pas d'aller visiter les chambres, elles sont toutes pareilles. L'idée, la première chose que je fais, c'est aller voir où est le chariot d'urgence. Parce que le jour où il y a un arrêt cardiaque dans le service, qu'on n'a pas l'habitude de le prendre en charge, c'est pas le moment d'aller chercher dans les 30 salles du service où est le chariot d'urgence. Il faut qu'en 30 secondes, quelqu'un puisse me l'amener ou moi, je puisse le chercher. Donc, de la même façon qu'on travaille dans une salle de réanimation, par exemple, pour les traumatisés, je rentre, il faut que je sache où sont mes accès vasculaires, où sont mes accès drain thoracique, où est la planche de massage cardiaque, où est chaque élément, je dois le savoir, parce que selon mon travail, on aura une équipe plus ou moins grande. Il y aura peut-être toujours quelqu'un pour nous amener ce dont on a besoin. Parfois, on sera juste 2. Et quand on est juste 2, je ne peux pas rester à la tête du lit, bras croisés, et ne rien faire. Je peux au moins aller chercher les choses ou orienter la personne, lui dire à tel endroit, tu trouveras ce dont tu as besoin. Donc, connaître son environnement, la salle où on est, et connaître son environnement, c'est connaître qu'est-ce que notre institution, notre hôpital a à disposition, que ce soit en termes de matériel, en termes de personnel, en termes de distance. C'est différent si je suis au premier étage et que le bloc est dans un bâtiment à 3 km ou s'il est juste la porte d'à côté. Donc voilà, il va falloir connaître son environnement pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Ensuite, il faudra pouvoir utiliser des ressources. Donc encore une fois, il y a les ressources qui sont dans la salle. Par exemple, j'ai besoin d'un infuseur réchauffeur rapide, il faut que je sache si j'en ai un, il faut que je sache s'il fonctionne, et il faut que je sache comment il fonctionne. Parce que si la personne qui est avec moi est nouvelle et ne sait pas l'utiliser, il faut que je lui dise l'infuseur, il est là, voilà comment il fonctionne, monte-le de telle façon. Donc il faut connaître nos ressources. Il faut aussi connaître les ressources disponibles. Est-ce qu'on a du sang? Est-ce qu'on n'a pas de sang? Le personnel qu'on a. Et surtout, et ça c'est un point hyper important, je trouve, il ne faudra jamais hésiter à appeler de l'aide tôt. Souvent, tout ce qui est égaux, pour moi, ça reste en dehors de cette salle, même si on a très souvent un peu trop dans ce genre de situation. Mais l'histoire de ne pas appeler parce que je ne veux pas déranger ou je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas faire, c'est ce qui met le patient à mal. Donc, si jamais j'ai un patient qui arrive avec une suspicion peut-être de difficulté d'intubation et on peut potentiellement devoir l'intuber, j'hésite pas à appeler l'anesthésiste avant que le patient n'arrive, si j'ai le temps, lui dire, regarde, j'ai un patient qui arrive, il aura potentiellement besoin d'une intubation et il risque d'être difficile, est-ce que tu peux te rendre disponible pour 5 minutes? Ou au moins je t'appelle et tu peux être là rapidement. Appeler à l'aide tôt, ça ne veut pas dire rameuter tout le monde dans la salle, mais ça veut dire informer les gens pour qu'ils soient en mesure de se libérer quand le temps arrive. Donc appeler à l'aide très tôt, quitte à l'annuler. Et des ressources qu'on peut utiliser aussi, on a l'habitude de croire qu'il faut tout avoir dans la tête. C'est important de pouvoir avoir l'important dans sa tête, mais il ne faut pas s'encombrer de choses qui vont nous prendre nos ressources pour rien.
Donc, l'utilisation de choses comme des checklists, c'est très important. Nous, ici, par exemple, on en a une dans la salle. Elle est sur le mur de sortie et c'est une checklist qui permet de passer sur le A, B, C, D, E. On a vu notre patient, on est prêt à partir. Juste avant de partir, je me retourne et je regarde, est-ce que le A est sécurisé? Il a de l'oxygène? Est-ce qu'il est intubé? Est-ce que le B, on a mis un drain thoracique? On a fait telle ou telle chose? Est-ce qu'il a des voies veineuses? Ça peut être pour ça peut être pour n'importe quoi d'autre, mais ces checklists, c'est des ressources cognitives qu'on n'a pas besoin de mobiliser. On a cette feuille, on a juste à la lire, on l'applique au patient et c'est assez simple de faire. Et dernière chose, une autre chose qui est importante, c'est l'anticipation et la planification. Il va falloir savoir anticiper ce qu'on fait pour le patient. Et quand je dis anticiper, ça veut dire ne pas être réactif à ce qui lui arrive, mais essayer d'être proactif. Un patient arrive avec une pression artérielle stable, mais après un accident de voiture, une pression artérielle normale, l'idée, ce ne sera pas de se tourner les pouces et de prendre tout son temps. Non, il faut être proactif dans le sens que je vais tout mettre en œuvre pour que s'il y a un saignement qui n'est pas encore décompensé, je n'attends pas que le patient décompense et que la tension systolique arrive à 50 mm de mercure. Non, je fais tout ce qu'il faut pour aller le plus vite en dehors de son environnement, pour éviter que cette tension ne chute ou que si elle chute, elle soit dans un environnement où on peut la prendre en charge. Donc il va falloir anticiper les choses et il va falloir planifier le tout. Planifier, savoir où on va et le faire savoir à tout le monde. Par exemple, on a un patient qui a ça, on a fixé les choses, je veux qu'on soit sorti de la salle dans 5 minutes pour aller au bloc opératoire, par exemple. Donc il va falloir planifier et replanifier en fonction de ce qui arrive. Dans 5 minutes, on veut aller au scanner parce que le patient est stable. 2 minutes avant qu'on parte, la tension artérielle chute, le patient devient comateux. On ne va pas se dire, ouais, on va quand même aller au scanner. Non, on se remet dans la salle, on prend soin du patient, on le rend stable autant que possible, et si besoin, on change de plan, on l'emmène au bloc opératoire, par exemple. Donc la prise de décision, ça va être tout un tas d'éléments, encore une fois, beaucoup d'autres compétences à acquérir et à travailler, mais celles-là seront celles qui sont indispensables en situation de crise et même en dehors. Dans n'importe quelle situation, c'est toujours bien d'avoir ça. Dernière chose dont je vais vous parler, et ce n'est pas des moindres, ce n'est pas en soi un CRM, une compétence pour la gestion même de la crise, mais c'est quelque chose qui va venir se mettre après la situation qui a été vécue. C'est le débrief. C'est extrêmement important pour pouvoir aller de l'avant. Parce que l'idée, c'est que, aussi bien intentionné qu'on soit, on veut faire au mieux. On n'aura jamais, je pense, de prise en charge de patients parfaite. Et c'est peut-être pas plus mal, donc on doit être en mesure d'améliorer ce qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Même si on a été magnifique sur la prise en charge médicale, peut-être que la communication n'a pas été, peut-être que le timing n'était pas encore optimal. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Et on peut rarement le faire soi-même dans son coin pour que ça atteigne tout le monde. Donc ce débrief, il devra être fait en équipe complète ou aussi complète que possible. Ce que j'entends par là, c'est que on ne va pas prendre le médecin, les résidents et puis 1 ou 2 infirmiers qui ont participé et laisser le technicien qui est avec nous, les aides-soignants, les chirurgiens qui sont partis de côté. Non, ils ont tous participé à ça, ils ont tous eu un vécu particulier qui leur est propre et ils ont peut-être tous eu des choses que nous, on n'a pas vues. Et tout ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir reprendre pour améliorer. Donc, équipe complète ou le plus complet possible. Ensuite, ce débrief, il devrait être fait le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est-à-dire pas 2-3 jours après ce qui s'est passé. D'une part, parce qu'on va discuter des émotions. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas du médical, c'est pas du CRM, mais c'est quand même des choses importantes parce que c'est ce qui va parfois entraver notre fonctionnement dans ce genre de situation. C'est très compliqué, c'est très risqué pour le patient, c'est très stressant. Et c'est pas rare qu'on voit des gens sortir de ces situations en ayant un point négatif dont ils ne voudront pas parler. Ça peut être, je me suis senti vraiment mal à l'aise, je me suis senti très stressé, pas en sécurité, j'ai eu peur. Et tant qu'on a ces émotions et ces choses qui viennent nous voiler l'esprit, on ne pourra pas avancer sur notre technique. Donc tout d'abord, on fait venir tout le monde pour leur demander comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça s'est bien passé? Peut-être certains vont nous dire je suis extrêmement content, et c'est tant mieux. Et dans ce cas, il faudra savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu étais extrêmement content qu'on puisse reproduire tout ça? Il y en a d'autres qui vont nous dire j'étais assez stressé, j'arrivais pas à entendre ce qui se passait autour de moi. Parfait, on va travailler dessus. Et une fois que ça s'est passé, on passe à la technique. Est-ce que les gestes qu'on a faits ont été bien faits? Est-ce que les décisions qu'on a prises ont été les bonnes? Si oui, ce qui est bien, ce ne sera pas juste de dire ok, très bien, ça a été bien fait, ce sera peut-être de voir pourquoi c'était bien fait pour pouvoir le reproduire. Si jamais ça a été mal fait,
ou de façon sous-optimale, l'idée, ce ne sera pas d'aller blâmer la personne, ce ne sera pas de dire au résident ce drain thoracique a été mal mis, c'était pourri, c'était long, c'est pas constructif pour lui, et pour notre équipe, ça va mener à rien d'autre que quelqu'un qui va se sentir mal. Donc du coup, ce sera le drain thoracique a pris un certain temps, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Oui, j'avais du mal à trouver le matériel, j'avais du mal à trouver mes points de repère, et dans ce cas-là, la réponse, ce sera surtout en soi, c'est pas grave, le patient, on a fait au mieux pour lui pour l'instant, et si tu veux t'améliorer, voici des conseils, tu peux aller dans tel service pour en poser un peu plus. On va essayer de rester toujours positif, pas blâmer la personne pour qu'elle puisse avancer et qu'on puisse avoir une meilleure prise en charge la fois d'après. Et puis ensuite, on va aborder les CRM, donc tout ce qui est organisation et gestion d'équipe. Est-ce que notre communication était bonne? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez senti qu'on a pris trop de temps? Est-ce que j'ai été assez à l'écoute? Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui se sont senties mises de côté? Et je reviens encore une fois sur le point de certaines personnes qui se mettent de côté ou qui sont mises de côté. Il n'y a pas de rôle de seconde zone. Tout le monde est sur un pied d'égalité quand il s'agit de parler, de donner son avis dans le débrief ou dans la salle, qui que ce soit. Donc ne jamais mettre ces éléments de côté. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir amener des actions correctrices. Le drain thoracique a été mal mis ou a pris du temps, on va pouvoir former un peu plus la personne ou lui donner des conseils. Je n'ai pas parlé assez fort ces temps-ci, c'est quelque chose à prendre en compte pour la communication. On a tous des masques qui nous empêchent d'être entendus, des visières, des lunettes. C'est très difficile de s'entendre dans une situation où il y a beaucoup de bruit. Donc on va amener des actions correctrices. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Est-ce qu'il faut que je m'approche de vous? Voilà, donc le débrief, ce n'est pas un CRM en soi, c'est une analyse constructive de la situation qu'il va falloir faire et qui ne va sûrement pas être un blâme, mais qui est indispensable pour avancer. Donc si on prend les quelques éléments clés dont je voulais parler aujourd'hui, encore une fois, la majorité des erreurs, c'est des facteurs humains, ce n'est pas de la connaissance. On est formé à la profession pendant au minimum, selon les systèmes, 6 à 7 ans, et beaucoup plus selon les spécialités. Les compétences cliniques, médicales, on va les acquérir, ça, c'est pas un problème, on pourra aller s'entraîner dessus très facilement. Par contre, la partie communication et interaction humaine, c'est ça qu'il va falloir travailler. C'est quelque chose qui est applicable en situation de crise initialement, mais qui va être facilement praticable au quotidien pour pouvoir s'entraîner et s'améliorer. Et donc, les éléments que j'ai voulu aborder comme étant les principaux pour moi, c'était le leadership. Il faut pouvoir avoir une personne qui est connue de tous comme étant le point de référence de l'équipe et qui sait mener l'équipe là où elle veut, là où elle doit aller. Et j'en profite pour le dire, si jamais on est en position de leader et qu'à un moment, il faut qu'on rentre en action pour aller faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, très important de le communiquer à toute l'équipe. Le leader change, c'est plus moi, c'est Mikey qui prend le relais. À partir de maintenant, vous parlez avec Mikey. Et si le relais doit se faire à nouveau, ça doit être connu de tout le monde. Donc leadership, très important. Briefing, ça nous facilite la situation, ça permet d'organiser un peu la prise en charge du patient, idéalement en amont. N'oubliez pas le briefing en 3 scénarios ou 2 scénarios, ce dont vous avez l'habitude, mais en gros, essayez de préparer tout le monde à toutes les possibilités de façon succincte. La communication, pierre angulaire d'une gestion de patient, quel qu'il soit, et encore plus en situation critique. Communication doit être sécurisée avec des boucles fermées. Donc, j'envoie un message et je m'assure que le message reçu soit le même que celui que j'ai envoyé. Donner son importance à tout le monde, à toutes les voix, ne jamais mettre quelqu'un de côté, ne jamais le rembarrer. Au contraire, tous les éléments sont bien à prendre et puis après, on traitera ce qu'il faut. Et ensuite, la prise de décision s'appuiera sur tout le monde qui va nous donner son avis sur les éléments qu'on a avec nous, que ce soit le matériel, que ce soit l'aide qu'on peut avoir. Et finalement, le débrief, hyper important pour améliorer la pratique. Toute l'équipe doit être là. On donne la parole à tout le monde. Ce n'est pas un blâme, c'est plutôt quelque chose de constructif pour aller de l'avant. Voilà, donc je pense que j'ai couvert à peu près les éléments clés que je voulais pour cette présentation sur les CRM. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou bien les écrire et je peux les lire. Docteur Saint-Fleur, Docteur Exen. Allô? Pour c'est clair, nous avons des questions, c'est clair. C'est clair? Oui, Pas de c'est questions clair. du tout? Il va vous les autres.
Pardon? Il n'y a pas de question. Donc, Apparemment, j'ai été clair. Bon, bah, super. non, c'était bien. Nous savons un peu que Pardon? nous sommes encore à réfléchir sur cette question. On vous entend mal. Oui, j'ai un commentaire par des questions. OK. Nous, en Haïti, c'est difficile de construire une équipe parce que le plus souvent, soit on n'a pas défini, soit on est seul, soit on n'a pas défini. Donc, c'est difficile. Bon, souvent, on fonctionne seul, on fait tout. Et quand on a une personne avec soi, on ne peut pas de temps de se préparer avant, de faire un briefing après. Je pense que c'est intéressant la présentation. On va essayer d'appliquer ce que le docteur Brahim a dit. Quoi qu'on sait que ça va être un petit peu difficile, mais comme on dit, avec le temps, ça peut s'améliorer. Tout à fait. Je pense avoir entendu le principal du message. Vous avez raison. J'ai travaillé aussi dans des situations comme ça en préhospitalier où on est très souvent soit seul, soit avec une autre personne. Donc tous ces concepts, ça a l'air bien joli, comme vous dites, quand on est 10 ou 15 dans la salle. Quand on est seul, je pense que ça peut quand même, il y a certaines choses qu'on peut appliquer et certaines choses qu'on pourra translater dans ce sens-là, c'est-à-dire que le briefing ou le plan qu'on essaie de donner à tout le monde, ce sera surtout pouvoir nous le mettre en place, qu'est-ce qui va être notre priorité pour le patient, pour ensuite pouvoir aller de l'avant en prenant en charge les choses qui vont être les plus graves. Donc ça retourne un peu sur le concept de la prise en charge du traumatisé ou de la pathologie médicale grave avec ce qui va tuer le patient en premier. Mais vous avez raison, quand on est seul, il y a certains éléments de cette présentation qui ne s'appliqueront pas. Il y a certaines choses qu'on pourra quand même translater dessus et c'est encore plus difficile quand on est seul. Donc je pense qu'il y a certains éléments qui méritent encore plus d'être travaillés quand on est en équipe minimale pour pouvoir être plus performant. Donc, vous avez tout à fait raison. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer par email et je les partagerai avec le docteur Ibrahim. Merci pour cette présentation. Merci à vous, merci de m'avoir C'est accueilli super. aujourd'hui. D'accord. Merci. Eh bien, Merci. bonne semaine à tous et on se voit la semaine prochaine. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci Encore beaucoup. merci. À la prochaine. Thank you so much, Thanks. everybody.